Aujourd'hui, c'est Mushoku Tensei, tome 4 et 5 de Fujikawa Yuka. D'après l'œuvre originale de qui déjà? De Rifujin no Magnotte. Et le caractère design, c'est de Shiro Taka. Alors, c'est ça le problème avec les mangas adaptés de light novel, c'est qu'il y a plusieurs auteurs. Donc, celui qui adapte, ceux qui adaptent et l'auteur de l'œuvre originale. Bref, c'est audition Doki Doki. Doki Doki. J'adore ce nom. Ce nom d'éditeur. Doki Doki. C'est génial. Bref, au-delà de ça, c'est Mushoku Tensei. C'est l'une de mes séries coup de cœur en ce moment. C'est vraiment excellent. Elle fait partie de cette vague de manga, cette mode de manga en ce moment qu'il y a sur la réincarnation, enfin sur le changement de monde, où des gens de notre monde vont dans un monde un peu fantastique et tout ça, et elle fait partie des meilleurs, et donc c'est un réel plaisir à lire comme d'habitude, surtout que ces deux tomes sont assez intéressants. Donc dans le tome 3 on a eu l'immense explosion qui, enfin c'est pas une explosion, c'est une sorte de quoi, de sorts de téléportation de masse aléatoire, puisque tous les habitants de la région où vivaient Reedus et Erin ont été téléportés dans tous les sens. Et donc, justement, Redus et Erin se retrouvent sur le continent des démons. Alors, c'est à la fois grave et pas grave. Dans un sens où les démons, dans le monde de Musoku Tensei, ne sont pas les démons, les grands méchants démons, bah, pas beau, pas bien, d'habitude. C'est une race à part. Enfin, c'est plusieurs races à part qui sont appelées démons par les humains parce que voilà, il y a eu une guerre entre les deux peuples, mais à la base, ils sont pas maléfiques de base, quoi. Voilà, c'est ça. Eux aussi, je veux dire, les humains ont connu des dictatures. Ils sont appelés plus démons, d'après ce que j'ai compris, à cause de leur ancien roi, qui était vraiment un tyran maléfique. Mais bon, ça arrive à tout le monde, même de se retrouver avec un tyran maléfique à la tête de son pays, ça peut arriver à tout le monde, hein, demandez aux Allemands. Donc voilà quoi, ils subissent un peu leur histoire, c'est pour ça que c'est démons. Donc c'est pas forcément des gens méchants. Par contre, ils habitent sur un continent où il y a du danger, quoi. C'est pas, je sais pas, le pays des bisounours, quoi. Hein. C'est vraiment un endroit qui est extrêmement dangereux. Vous voyez l'Australie, et bah c'est tout aussi dangereux que l'Australie, quoi. Au niveau bête horrible qu'il y a sur ce continent-là. Bref, donc c'est à la fois dangereux, mais au niveau des créatures intelligentes qui peuplent le continent, ils peuvent trouver des alliés. Et justement, ils en trouvent un dès le départ, c'est Louis-San qui les sauve. Évidemment, pas de chance. Louis-San fait partie d'une ethnie qui s'appelle... je me rappelle même plus du nom de l'ethnie. Bref, on s'en fout. Enfin, cette ethnie, dans la dernière grande guerre, ils se sont fait un peu trop manipuler par ce tyran que j'expliquais juste avant, et maintenant ils sont haïs de tout le monde. Ça veut dire qu'ils sont haïs des humains, ils sont haïs des démons, ils sont haïs vraiment de tout le monde. Donc c'est bien de trouver ce genre d'allié qui prend soin d'eux, mais en fait, bah, cet allié, c'est plus pas un boulet, mais un peu quand même, puisque comme il haït tout le monde, bah, en ville, par exemple, il peut pas se montrer. Bref, au-delà de ça, il rencontre aussi dans ces deux tomes les parents de Roxy. Ça c'est trop drôle, j'adore. C'est un moment très amusant. Donc ils se retrouvent comme par hasard, enfin par hasard, c'est les joies du scénario, hein. Mais ils se retrouvent donc près du village des parents de Roxy. Donc Radius rencontre les parents de Roxy. Il appelle le père de Roxy beau papa, ce qui ne plaît pas évidemment au père de Roxy. Mais au-delà de ça, rien de grave. Ils décident donc, pour quitter le continent, bah oui, parce qu'ils veulent un peu rentrer chez eux quand même, d'aller dans la première grande ville et de s'inscrire à la guilde des aventuriers pour gagner du fric et pour rentrer chez eux. C'est là que fait tout le sel de ces deux tomes, vraiment l'intérêt des deux tomes, au-delà du fait que c'est toujours aussi bien narré, que les dessins sont toujours aussi beaux, et que voilà quoi, au niveau découpage case, bref, il sait tenir le rythme du récit et tout ça. Donc
au-delà de ça, au niveau de l'histoire, ce qui en fait l'intérêt, c'est surtout que là, on avait sur les 3 premiers tomes, on avait un Redius, euh, Rudus, je sais pas comment on prononce, c'est horrible. On avait un Rudus extrêmement, dans un sens extrêmement puissant. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait, il n'avait pas trop de difficultés. Là, dans ces deux tomes, le 4 et 5, ce qui fait vraiment l'intérêt de ces deux tomes, c'est que Rudus se retrouve face à ses limites. Vraiment, il y a de vrais échecs de sa part dans ce bouquin, de vraies remises en question dans ces deux tomes. Donc, c'est la première fois qu'il se confronte à de vraies difficultés, pas au niveau du monde extérieur, mais au niveau de lui-même, au niveau de ses propres limites. Il fait face à ses propres limites, et ça, c'était vachement intéressant, surtout sur ces deux tomes. Bah voilà, il y a que ça à lire, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Comment cette série va évoluer? Alors on a aussi Roxy qui débarque du monde de démons du démon qui débarque dans le continent du démon des démons pour rechercher son cher élève. Et évidemment à la fin du tome 5 on a le ils se croisent mais se voient pas. Alors ça j'espère vraiment parce que ça c'est le genre de procédé scénaristique que j'aime pas. Une fois ça va, mais faut pas que ça soit constamment le ah ils se croisent, ils se voient pas, blabla. Des fois ils cèdent, mais sans savoir qui cède et tout ça. Moi, ça c'est le genre de truc qui me saoule assez vite. Donc j'espère que ça sera pas comme ça, que ça sera juste une fois ils se croisent comme ça, et puis la prochaine fois on les voit ensemble, c'est vraiment pour les retrouvailles. Sinon, voilà, un petit bémol sur la fin où j'ai une petite appréhension, mais j'ai hâte de lire la suite, surtout que Roxy se retrouve avec deux alliés, deux anciens camarades de Paul, donc le père de Radius, donc ce nain et cet elfe, dont évidemment je me rappelle pas le nom, et là je vais pas aller le chercher, bref, c'est pas trop grave, puisqu'on les voit. J'ai très très hâte de les voir en action, enfin surtout le nain, parce que c'est un nain magicien. Et là, vous vous dites quoi? Un nain magicien? Oui, c'est un nain magicien. Et c'est vraiment pas la norme dans les histoires Heroic Fantasy de voir un nain magicien. Donc j'ai très très hâte de le voir en action, ce nain magicien, parce que c'est vraiment pas une anomalie, mais c'est vraiment une originalité. C'est la première fois que... Enfin, c'est pas la première fois que je rencontre un nain magicien. Mais c'est très très rare de se retrouver avec un personnage qui est un nain magicien. Généralement, quand on a un nain magicien, c'est parce il est chez les nains. Je veux dire, c'est le peuple des nains, et donc forcément, dans le peuple des nains, il y a des magiciens, et on croise un magicien nain, voilà, comme ça. Là, quand les nains sont tout seuls, sont dans des équipes d'aventuriers, généralement dans les mondes Heroic Fantasy, ils sont pas magiciens, ils sont guerriers. Là, se retrouver avec un nain magicien dans un groupe où il est le seul nain, c'est extrêmement rare, ça fait extrêmement plaisir. C'est à voir comment bah, de toute façon, c'est un personnage secondaire, donc c'est juste histoire de le voir en action, quoi. Voilà.